Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus dans le cadre de nos émissions sur nos plateformes numériques, chaîne YouTube NMP officielle, page numérique Facebook NMP officielle. Nous sommes en présence du président national du Nouveau Mouvement Populaire, homme politique, géopoliticien, analyste politique, qui va encore une fois de plus partager son analyse sur les questions qui meublent l'actualité mondiale, en particulier celle concernant la confrontation qui est en train de se faire au Moyen-Orient, au Proche-Orient, si on va dire, entre l'Iran et Israël. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné d'un co-modérateur, M. Eugène Edjengele. Bonsoir, M. Eugène Edjengele. Bonsoir, M. Bouyamoussou Jules Constant. Et c'est un grand jour aujourd'hui. C'est la plateforme numérique du Nouveau Mouvement Populaire. Et le Nouveau Mouvement Populaire a pour coutume de travailler sur les thématiques et même avant, par la figure de son président national, le président Badakani, que le monde entier connaît bien à travers la chaîne Afrique Média, dans sa qualité et sa pertinence d'apprécier les sujets géopolitiques et même géostratégie. Donc c'est une soirée, comme vous l'avez bien dit, pour mettre sur la table la voix du président Badakani sur ce qui se passe actuellement entre l'Iran et Israël. Monsieur le Président, nous voulons vous adresser nos civilités. Je vous les renvoie dans le cadre de notre plateforme. Je ne cesse pas de le rappeler, qui est un lieu d'échange et d'interactivité intellectuelle sur un support, le support numérique. Voilà. Mais c'est aussi une façon de montrer comment un parti s'ouvre et aborde la question de son rapport à la pensée, à l'actualité, son rapport au monde et à tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à ce que nous faisons. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette fraternité. Je l'ai dit, elle est intellectuelle, elle se veut universaliste. Et voilà quoi. Donc, nous adressons à tout le monde, au monde entier. Monsieur le Président, nous abordons un sujet très très majeur, un sujet qui meuble l'actualité. Tous les médias en parlent. La question d'Israël et la riposte de la République islamique d'Iran suite à l'assassinat du leader du parti Hezbollah. Monsieur le Président, avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est le contexte géopolitique et géostratégique qui prévaut entre Israël et l'axe qu'on peut qualifier l'axe de la résistance, constitué du Hamas, du Hezbollah, de l'État d'Iran? Mais il y a deux niveaux de contexte. Il y a le contexte historique. Il y a ce qu'on appelle le contexte conjoncturel. Factuel, là, présent, là. Moi, je pense que c'est à l'aune d'une articulation des deux contextes qu'il faut peut-être aborder votre question. De manière fondamentale, je commencerai par évacuer une certaine opinion africaine qui estime que ces questions-là ne nous concerneraient pas. C'est une question... les Arabes et les Juifs s'affrontent. On ne voit pas en quoi l'Africain devait s'y intéresser. Et que ça n'aurait aucun rapport avec le panafricanisme. Mais je voudrais rappeler à tous ceux qui disent que d'abord, il y a la vie de près de 200 000 Africains noirs qui sont en jeu là. En Israël, vous avez des centaines de milliers de noirs qui sont là. Vous avez même des Palestiniens noirs. Noirs de peau, Monsieur le Président. Bien sûr. Il y en a qui pensent que, dit que, ça c'est factuel, ça c'est purement là, leur sort attendu. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, l'État d'Israël a proposé aux Africains, contre l'acquisition, je crois, de statut de réfugié, d'aller s'engager dans les rangs de l'armée d'Israël. Donc, vous voyez, donc voilà encore la preuve que ça nous concerne, puisque maintenant,
Israël a besoin d'une espèce de chair à canon et a pensé que dans le monde entier, ce sont les négro-africains qui seraient les plus intéressés par, à propos d'une telle démarche. Et de manière fondamentale, j'ai indiqué, quand on parle de l'État d'Israël, il ne s'agit pas seulement de l'État d'Israël en tant que tel, il s'agit d'une puissance géopolitique qui a un ensemble de leviers, qui a un ensemble de leviers d'organisation, qui est global, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la géostratégie. C'est un ensemble de leviers. Ces leviers-là, ces appareils périphériques, entre guillemets, autour de l'État d'Israël, ont précédé l'avènement de l'État juif, de l'État d'Israël. Parce qu'il faut distinguer. Hein. Il faut distinguer. Parce que ce n'est pas tous les juifs qui sont d'accord avec cette politique d'Israël. Il y a de plus en plus de juifs qui ne se reconnaissent même plus dans cet État. Il faut tenir compte d'eux. Donc, tout ça a précédé l'État d'Israël. Et historiquement, ces organisations, ces entités et ces puissances ont pesé énormément sur le destin de l'Afrique noire en particulier. Que ce soit dans le cadre de l'esclavage, de la colonisation, dans le cadre du néocolonialisme actuel, de la colonisation globale, nous avons affaire, sommes confrontés tous les jours à ces puissances, à ces entités. Si vous lisez l'histoire d'un pays comme l'Afrique du Sud, Cecil Rhodes, c'était qui? Quel était son rapport à Rothschild? Et Rothschild connaissait le rôle que la famille a joué dans l'émergence d'Israël. Donc quand j'entends les Africains dire que ça ne nous concerne pas, moi je me demande vraiment si certaines personnes sont des réactionnaires ou ils comprennent quelque chose aux événements du monde et aux interactions qui structurent les événements qui traversent le monde en ces temps-ci. C'est un peu le cas de l'Afrique du Sud. C'est partout, partout. Vous allez en RDC, vous allez partout. Quand vous allez gratter, vous allez retrouver ces forces-là qui ont structuré l'avènement de l'État d'Israël et qui donc sont au cœur de ce conflit, historiquement parlant. Et qu'on me dise qu'une affaire où la France est impliquée, les États-Unis sont impliqués, l'ONU est impliquée, l'Occident est impliqué, la Chine, la Russie est impliquée, qu'on me dise que ça ne concerne pas l'Afrique, je ne sais pas si les gens comprennent de quoi est-ce qu'ils parlent. L'Afrique est concernée en première ligne. Je dis ma première ligne. Tout ce qui se passe là, le sort du monde se joue là. Et après ça, on va décider ça, les Africains. Et c'est nous qui allons subir. Donc, vraiment, c'est un problème africain. Moi, je le dis, ça nous concerne directement. Il est intéressant, il est très important que nous suivions de très près ce qui se passe dans cette région-là. De très, très près. Parce qu'on voit très bien, là, maintenant, c'est vraiment clair que, on voit bien qu'il y a un monde nouveau qui se joue là devant nous. Et il faut qu'on soit parti prenant cette affaire. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai répondu à votre question. Donc, je vous ai dit qu'il y avait deux contextes qui se superposent là. Il y a le contexte historique et le contexte conjoncturel. Historiquement, on connaît, c'est l'avènement de l'État d'Israël dans cette région-là qui est à la base de tous ces problèmes. C'est une injustice extraordinaire. On appelle ce genre d'injustice fondateur. C'est une injustice inacceptable. C'est une injustice... je ne sais même pas comment les gens ont pu procéder de la sorte, qui consiste dans ce que l'État d'Israël doit naître au détriment d'un peuple, la Palestine, et au détriment de toute une région qui va être totalement désorganisée à la faveur de la chute de l'Empire ottoman et des plans post-Empire ottoman mis en place, organisés par les puissances occidentales, dont l'Angleterre, etc., la France, et tout ça derrière les États-Unis. Donc on va organiser le Proche-Orient d'abord en immolant le peuple palestinien, mais surtout en s'assurant que un ensemble d'approvisionnements pétroliers, d'enjeux pétroliers, de gaz, etc.,
soit garantie aux Occidentaux. Mais à partir de là aussi, il s'agissait de contrôler le monde entier. Et quand on parle du Moyen, du Proche-Orient, quand vous regardez la carte, on voit très bien que ce soit en amont ou en aval, c'est un grand carrefour qui concerne le monde entier. Troisièmement, il y a la dimension démographique. C'est un carrefour humain aussi, historiquement. Parce que la Palestine est millénaire et là-bas, il y avait il y avait un véritable cosmopolitisme au niveau des populations, c'est-à-dire un brassage de divers peuples. Les peuples là-bas, dans cette région-là, c'est un grand carrefour. C'est aussi un carrefour de religion. Et c'est en cela qu'il est très sensible. On a souvent parlé des trois religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme. C'est pour ça que on vous évoquait Jérusalem était un enjeu majeur et la dévolution de Jérusalem est un problème jusqu'à aujourd'hui. Vous avez une mosquée comme celle de Al-Aqsa, des martyrs de l'Al-Aqsa qui... Vous avez le fameux temple dont la reconstruction est envisagée. Et cette reconstruction-là, c'est un casus belli pour les musulmans et les Palestiniens, cette région-là, etc., etc. Donc, vous avez des territoires comme le Liban, vous avez la Syrie, vous avez la Jordanie, etc. Sans parler, et là on va revenir là-dessus, sans parler de tout le caractère chrysogène que cela soulève en termes de cohabitation, de confessions différentes, etc. Ça c'est historique, hein, dimension historique. Ça s'est soldé par un ensemble de résolutions onusiennes qui sont dans la poubelle parce que Israël est une exception. Israël est au-dessus de l'ONU, de toutes les lois internationales. Notre rôle, c'est d'adorer Israël et se taire. C'est un Dieu. C'est Dieu. On parle d'Israël, c'est Dieu. On se tait. La raison n'existe plus. D'autres registres entrent en jeu qui ne relèvent pas de la géopolitique classique. Alors, sur le plan conjoncturel, en soi, c'est que tout ça est en plein chamboulement. Cet héritage historique est en plein chamboulement, avec un remodelage du Moyen-Orient. D'abord, c'était l'initiative des Américains qui ont décidé de transformer ça en grand Moyen-Orient. C'est Bush, c'est la guerre en Irak, etc. C'est même d'abord la précédente guerre, je crois, qui avait pour enjeu le Koweït, etc. Tout ça n'a jamais cessé. D'ailleurs, depuis l'avènement de l'État d'Israël, tout ça n'a pas cessé. Le sort de l'Iran, le sort de l'Irak, le sort de tous ces pays-là est lié. Que ce soit l'Égypte, est lié à la question à cette question-là. Mais il y a un grand redéploiement, n'est-ce pas, qui fait que la Russie, la Chine et d'autres puissances sont de retour dans cette région-là et les équilibres sont chamboulés. Alors, l'avènement de l'État d'Israël et tout le drame que cela a créé, les luttes du peuple palestinien, que ce soit à travers l'OLP et ensuite le Hamas, les différentes phases de l'intifada, etc., ont imposé, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle communauté internationale autoproclamée, de lancer ce qu'on appelle le processus de paix. Et il va connaître un point culminant avec les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo sont inacceptables par les réactionnaires israéliens ou les orthodoxes. Ils ont divers noms. Hein. Et donc la figure la plus extrême à l'heure actuelle, c'est le fameux Netanyahou, le fameux Premier ministre. Ils n'ont jamais accepté l'accord d'Oslo. Et ils ont décidé de le remplacer par un nouveau processus qui culmine ce qu'on appelait l'accord d'Abraham, mais qui sont un processus de remplacement d'Oslo par une espèce de capitulation des pays arabes dans le cadre d'un arrangement avec Israël sous le parrainage des États-Unis. Voilà. C'est ça les accords d'Abraham. C'est dans ce cadre-là, n'est-ce pas, que va surgir ce qu'on appelle le 7 octobre. Et la réaction du Hamas, d'aucuns appellent ça terrorisme,
nous nous disons qu'on n'impose pas à un peuple, l'oppresseur n'impose pas au peuple opprimé les moyens de sa libération. Un État terroriste ne peut pas qualifier des actions de ses victimes de terroristes. Voilà. Donc, nous sommes clairs par rapport à ça. Très clairs, nos positions sont claires par rapport à ça. Donc cette doxa, cette dogmatique, n'est-ce pas, terroriste, soi-disant antiterroriste, qu'on impose à l'opinion mondiale, à savoir, nous devons tous chanter la chanson, savoir que tout ce qui relève de la résistance palestinienne est désormais terroriste. Les conséquences, n'est-ce pas, de l'avènement de l'État d'Israël dans la sous-région, conséquences qui sont reconnues par ce qu'on appelle le droit international, reconnues par tous ceux qui sont épris de justice et de liberté, parce que qui aimerait, mais mettez-vous à la place des Palestiniens, comment réagirez-vous? Donc je pense qu'il y a tout ça qui devrait, comment on dit ça, nourrir notre réaction, notre position par rapport à cette crise. Les raisons d'État ne doivent pas éteindre la morale, la flamme de la morale. La raison d'État ne doit pas éteindre la flamme de la morale, la flamme de l'éthique, la flamme de la justice, la flamme de la spiritualité. Tout que ce soit l'éthique, la justice, la spiritualité, mais le but c'est quoi? Mais c'est la fraternité humaine. Les Palestiniens sont comme vous et moi. Ce qui n'est pas bon pour nous n'est pas bon pour les Palestiniens. On ne peut pas traiter un peuple, le ravaler à l'infra-humanité. Ils vivent moins comme les animaux vivent même mieux que les Palestiniens. Et on nous dit que bon, tout ça, il faut qu'on accepte ça. C'est que les Juifs n'ont même pas accepté pour eux-mêmes, est valable pour les Palestiniens aujourd'hui. Et alors, maintenant, non, chacun doit... Non, vous voulez dire un mot, non. 7 octobre. Eh bien, vous voulez qu'on parle du Hamas? Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut mettre sur la table toute la complicité, tous les liens organiques qui ont lié le Hamas à Netanyahou, au service secret israélien, depuis Ariel Sharon? Quand on présente Ariel Sharon comme étant l'homme de la paix, ça fait rire. Il savait très bien qu'il donnait un cadeau empoisonné, puisque le but était de détruire l'OLP, de liquider l'OLP, de donner le territoire Gaza à des personnes dont on contrôlait par ailleurs les soutiens, avec le but d'islamiser complètement la question palestinienne, pour après inventer le mot terrorisme, qui justifie tout ce que Netanyahou est en train de faire. C'est un processus connu. Les mallettes d'argent qui partaient du Qatar, arrivaient à l'aéroport Ben Gurion, à Tel Aviv, qui encadrait ces gens-là? C'était le service secret israélien. Alors aujourd'hui, c'est très facile de faire comme si on découvrait le Hamas. Et puis quand on dit le Hamas, il y a plusieurs Hamas. Le Hamas des frères musulmans, ce n'est pas le Hamas des Palestiniens qui se battent pour libérer leur terre. Et puis, avant le 7 octobre, il s'est passé quoi? Vous allez effacer un peuple de la terre et il n'a pas le droit de s'exprimer? Elle ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas dans notre conception de la vie, des relations internationales, de la fraternité entre les peuples et de la justice internationale. Nous ne pouvons pas accepter ça. La programmation de l'effacement génocidaire d'un peuple de la terre est comme justifiée par toutes sortes de moyens et du n'importe quoi. Sous peut-être qu'il s'agit d'Israël. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, une fois de plus, je répète, ce n'est pas l'oppresseur de décider des moyens que va utiliser l'opprimé. Alors, ce n'est pas nous qui avons demandé aux Américains, toutes les chartes fondatrices des États-Unis, qu'est-ce qu'il y a dit là-dedans? Qu'est-ce qu'on dit dans les déclarations d'indépendance américaine? Alors, là maintenant, c'est plus valable. Quand c'est la Palestine, c'est plus valable. Alors, le Bill of Rights, toutes ces histoires qui font la fierté, que ce soit de l'État français, des Anglais, quand ils veulent se vanter et raconter les histoires au monde entier, quand il s'agit de la Palestine, ça n'existe plus. Mais c'est une honte. C'est une honte. L'ONP n'accepte pas ce genre de règne. Nous ne nous plions pas à ce type de caprice criminel. Et nous, on va dénoncer. Et nous sommes aux côtés des Palestiniens et de la justice universelle. Je ne dis même pas internationale, la justice universelle. Des vrais droits de l'homme. De la vraie autodétermination des peuples. Du rejet de tout colonialisme. Nous, ce sont nos principes qui structurent notre démarche. C'est vrai pour les Africains, c'est vrai pour les Palestiniens, monsieur. C'est le principe de l'universalité des luttes. Et si on est panafricaniste, on ne comprend pas ça, mais qu'on a fait autre chose. Donc c'est de ce contexte-là dont il y a un chamboulement où des forces politiques en Israël, chacun préparait ça. Vous avez parlé des accords d'Abraham, mais le Proche-Orient, c'est un enjeu mondial.
sauf les Africains qui ont décidé de s'absenter de cette région-là à cause de l'inconscience géopolitique des élites africaines et des dirigeants africains. Mais les Chinois ne s'y absentent pas. La Russie ne s'y absente pas. L'Inde ne s'y absente pas. La France, l'Union européenne ne s'y absente pas. Ils ne sont pas absents là-bas. Pourquoi ils sont présents là-bas? Pourquoi ils sont présents? Parce que l'enjeu est majeur. Mais vous avez compris alors, à partir du moment où les Américains ont décidé de faire le Grand Moyen-Orient en détruisant l'Irak, et les gens oublient que c'est la décision de M. Bush, un autre criminel qui est tranquille aux États-Unis, qui dort tranquille, le Grand Moyen-Orient, sa frontière s'arrêtait jusqu'au Sahel. Et ici, il suffit que les Africains ne le savent pas. Les 8 pays qu'il fallait détruire et qui ont énervé M. Wesley Clayes, un grand général américain, qui dans une réunion de sécurité, il est devant un tableau, on lui dit que monsieur le pays, si l'on va détruire ça. Il dit, mais ils ont même fait quoi? On dit non, ils n'ont rien fait. Mais pour prévenir les menaces qu'ils sont censés générer, il faut qu'on les détruise. Il a démissionné. C'est comme ça qu'on a décidé. Le projet de destruction de Wesley 8 États. Clayes, nouvel ordre mondial. Monsieur Bush, Conseil de sécurité des États-Unis, réunion. Et on vous a inventé à ce moment-là les concepts d'État voyou, de guerre préventive. Une guerre préventive veut dire que l'Amérique décide de te détruire sur la base de l'appréciation unilatérale des intérêts américains. Il n'y a pas de droit international, il n'y a pas de communauté mondiale. On n'a rien à lui dire, c'est eux qui décident. On a qualifié un ensemble d'États, ils sont 7, d'États voyous à détruire. C'est comme ça qu'on va détruire la Libye. C'est comme ça le Soudan, etc. Je ne parle même pas de la Somalie, etc. Vous êtes surpris de voir toute l'engeance des terroristes qui sont dans le Sahel et qui mettent le feu. Et les gens nous disent qu'il ne faut pas vous intéresser aux prochaines événements. C'est n'importe quoi. Donc il y a une conjoncture qui a changé. Et la guerre en Ukraine va changer tout ça. La Russie est impliquée au Moyen-Orient. Maintenant, c'est clair, la guerre en Ukraine, maintenant, se déporte au Proche-Orient, voilà, au Moyen-Orient. Et il y a une redistribution des cartes qui fait qu'aujourd'hui, Israël n'est plus l'enfant chéri du monde. Et que c'est que les Occidentaux qui ont parié leur géopolitique dans cette zone-là sur Israël se rendent compte que maintenant, ça va être très compliqué. Et la question palestinienne est revenue en première ligne, des enjeux mondiaux. C'est de cela qu'il s'agit. Donc voilà un peu, voilà ce que j'appelle le contexte qui porte tout ce que vous venez. La question de l'Iran maintenant. L'Iran est en première ligne, mais ce n'est pas que l'Iran. C'est tous les pays de Proche-Orient. L'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces pays-là sont au cœur. Le Liban, la Syrie, la Jordanie, tous ces pays-là sont au cœur de cette affaire. Le sionisme d'hier, avant l'avènement de l'État d'Israël, ce n'est plus ça aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Vous avez beaucoup de juifs, beaucoup, qui ne s'y reconnaissent plus. Ils sont très nombreux qui ne se reconnaissent plus. Les vieux lobbies juifs sont aujourd'hui aux prises avec une nouvelle génération de juifs qui estiment que ça ne peut pas continuer comme ça. Qui vont même jusqu'à remettre en cause même l'existence de l'État d'Israël. Il y en a, il y en a. Donc pas de mélange, pas d'amalgame. L'État d'Israël, c'est une chose, et la communauté juive dans le monde entier, il ne faut pas aborder ça. Même si il y a un effort extraordinaire des vieux sionistes, orthodoxes purs et durs, à vouloir faire dépendre le sort de tout juif dans cette terre à Israël. C'est le complexe du ghetto. Et ça, c'est notre débat. Merci, Monsieur le Président, pour ce premier jet. Monsieur le Président, vous avez parlé d'Israël comme l'enfant chéri. J'aimerais comprendre cette arrogance, Monsieur le Président, l'attitude provocatrice de l'État d'Israël envers ses voisins. C'est une question complexe, dans la mesure où il faut prendre en compte un ensemble d'enjeux et un ensemble d'intérêts. Historiquement, la question juive est une création de l'Occident, de l'Europe, qui massacrait les Juifs dans le cadre d'un ensemble de pogroms qui sont bien connus. La première question fondamentale est de savoir comment les Européens créent un problème, et c'est les Palestiniens qui souffrent. Et c'est le monde entier qui est en train de payer les conséquences. Ça, c'est la première question fondamentale. Mais je ne vous la pose pas, je la pose à ceux qui nous écoutent, pour éclairer un peu qu'on voit bien la nature des choses. Est-ce que tous les Juifs sont arrogants? De Gaulle disait que c'est un peuple dominateur, sûr de lui, arrogant.
Mais je laisse les mots de Gaulle à De Gaulle. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il faut prendre en compte la diversité du paysage juif dans le monde. Et vous avez des faucons, vous avez des gens très bien, des gens doux, des gens pacifiques. Il y en a, il y en a. Mais il y a ce qu'on appelle la politique de l'État d'Israël. La politique de l'État d'Israël et la façon dont cet État s'est créé et par là a généré un ensemble de factions et de courants politiques. Gauche israélienne, droite israélienne, centre-droite, centre-gauche, etc. On ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça si on ne sait pas comment se structure le jeu politique en Israël. Vous avez l'influence des... On dit, quand on parle de l'Iran, que c'est le pays des mollahs. Mais quand on parle d'Israël, on ne dit pas que c'est le pays des barbus. De gros barbus orthodoxes qui organisent la rencontre de la politique classique et de la politique religieuse. C'est là, cette fois-ci, qui est portée par une eschatologie juive qui est basée sur le fait qu'on a affaire à un peuple élu qui aurait le monopole de l'amour de Dieu et de ce fait non incarnerait le bien par essence et par excellence, ce qui donc justifie qu'il massacre tous les peuples qui s'opposent à lui parce que c'est comme ça que l'humanité peut être sauvée. Voilà. Donc, vous m'avez demandé la racine de cette arrogance, je suis en train de vous expliquer. Donc, vous avez donc sur le plan politique, sur le plan, puisque tout ça, on appelle ça démocratie, c'est très compliqué à gérer, puisque si c'est une démocratie entre guillemets, de manière formelle, il faut gagner les élections. Pour gagner les élections, il faut construire des courants politiques. Donc, je vous ai parlé du contexte qui a prévalu à la naissance de l'État d'Israël. Je vous ai convoqué, on peut convoquer ces différentes guerres qui ont suivi l'avènement d'Israël, la guerre des 6 jours, etc., qui a consacré la suprématie d'Israël en ce moment-là. Il y a une suprématie, donc une euphorie messianique, quasi messianique, eschatologique, qui a la naissance qu'on a appelée l'invincibilité d'Israël, qui a gagné la guerre de 6 jours, dans laquelle la disparition d'Israël était programmée, ça aussi il faut le reconnaître, de la part des Arabes, qui justement réagissaient à l'avènement de l'État d'Israël, qui est né dans des conditions extrêmement particulières. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, cette victoire a créé, n'est-ce pas, comment dire ça, a jeté les bases du mythe de l'invincibilité d'Israël et l'arrogance que Netanyahou incarne à merveille. Mais il n'y a pas que la religion et l'eschatologie. Il y a le supposé génie juif qui brille dans tous les domaines. Netanyahou l'a recensé. Quand il décide de frapper, de riposter à la suite de l'attaque du Hamas, n'est-ce pas, il fait un discours où il dit ce que le monde doit à Israël, au génie juif. Il le dit. Et quand il a recensé tout ça, vous voyez que nous, on n'existe pas. Qu'en fait, même le monde est béni par Israël, et que sans Israël, le monde n'existe plus. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est sa conception d'Israël et de toutes les forces sociopolitiques qui le soutiennent. Mais quand vous lisez ce discours, c'est effrayant. Sur la base d'une interprétation d'un verset biblique, prophétie d'Isaïe, n'est-ce pas, que Netanyahou a carrément démontré que sans Israël, il n'y a pas le monde, et que nous sommes ingrats par rapport au génie juif, sans lequel personne ne peut vivre sur la terre, et que cette ingratitude-là, il faut réprimer ça et le faire disparaître. Donc Netanyahou est dans un rôle messianique. Il est dans un rôle historique particulier. Et en le disant, il incarne un vaste courant politique qui a conquis l'opinion israélienne et qui explique ses différents succès électoraux. Et la manière par laquelle il a même cherché à transformer tout le paysage constitutionnel et juridique du pays. Changement de la constitution, faire d'Israël un État absolument juif, ce qui suppose carrément l'exclusion d'au moins 25 à 30% de la population. C'est une base, c'est l'apartheid. Et ça porte des relents génocidaires, cette affaire, y compris pour les populations qui ne seraient pas juives, d'après Netanyahou. Donc, vous êtes au cœur de ce sentiment, cette arrogance. Et d'ailleurs, ces courants politiques de la droite, de l'extrême droite israélienne, quand ils coalisent, ils ne s'expriment que sur cette modalité-là. C'est une marque déposée, c'est une fabrique. Il paraît que d'après ce courant, un bon juif doit parler comme ça. Il doit être arrogant, prétentieux, dominateur. C'est une marque déposée. Sinon, tu n'es pas un juif.
Vous voyez que ce n'est pas seulement politique, ça a des racines très très profondes. Je dis bien ce courant-là qu'incarne aujourd'hui Netanyahou. Bon, ça a des racines, ça monte à tel loin, c'est un maître suprême, c'est un père sévère, Jabotinsky, etc., dont le père Netanyahou était secrétaire. Donc, et le père sévère, l'un des pères sévères de ce courant, arrogant, dominateur, etc. Mais là où c'est grave, c'est que vous ne comprenez pas cette affaire sans vous demander pourquoi les Occidentaux soutiennent. Pourquoi les États occidentaux sont dominés. Vous allez en France, vous avez le CRIF, par exemple. Mais lui, ça dit que lui, c'est le patron de la France. Le CRIF est devenu aujourd'hui le patron de la France. Sous M. Macron, même avant lui. Ça remonte depuis De Gaulle, malgré toute la distance que De Gaulle a pu manifester à l'égard d'un certain segment de la société des élites juives. Mais ça remonte de très loin. Pourquoi ces gens-là dominent aux États-Unis? Pourquoi aucun président américain ne peut pas parler fort devant le lobby juif? Quand Netanyahu va à Washington, vous demandez entre lui et le président qui est le vrai président. Souvent, il est même devant, le président le suit derrière. Oui, donc, ce sont les questions à poser. Pourquoi il règne? Pourquoi il y a cette puissance-là? Ben, regardez le Mossad. Il frappe partout. Fait rien, c'est légitime. Le Mossad tue partout comme il veut. Respecte rien. C'est légitime. Oui, tout ça c'est quoi? Oui, tout ça c'est parce que... Parlez du Mossad, service secret israélien. Bien sûr. Non. C'est parce que, vous voyez, c'est une puissance, il y a une puissance. Il y a la conscience de cette puissance-là. Et qui, pour certains courants juifs, sont interprétés dans la modalité d'une race supérieure. Et qui serait en face de race inférieure. Je dis bien un courant juif. J'aime préciser. Alors, donc, vous voyez la domination sur les médias. Donc, l'industrie de l'argent, etc. Donc, vous voyez que l'État d'Israël, ce n'est pas seulement le petit État, entre guillemets, qui est là dans cette bande-là. C'est une puissance globale qui, à la limite, même commande le monde. Je vous ai dit à la fin que l'ONU, le secrétaire général ne parle pas à un dirigeant israélien. Il peut le gifler en pleine assemblée générale. Personne ne va broncher. Ils déchirent les chats de l'ONU comme ils veulent. Ils insultent tout le monde, tout matin, midi, soir. Donc, c'est l'intouchabilité d'Israël, son invincibilité, la capacité à détruire les carrières politiques aux États-Unis et en France. Quand vous avez en face de vous le lobby juif, entre guillemets, je caricature le lobby, un de ces lobbies-là, votre carrière est finie. Maintenant, ça se fait sous le couvert de l'antisémitisme. Ah, ça c'est le péché le plus grave de notre époque, l'antisémitisme. Tout ça, c'était... Netanyahou joue dans tout ça. D'ailleurs, il a dit dans une interview, il y a des années, que c'est Israël qui décide la politique étrangère des États-Unis. Voilà. Ça, il a dit clair. Il a dit que personne ne peut s'opposer à eux. Il a dit de façon claire que ils s'en fichent du président américain. C'est eux qui décident. Ben, si c'est vrai pour l'Amérique, imaginez donc pour d'autres, les vassaux américains, européens, là, imaginez. Ne parlons pas de la France. Donc tout ça est matière à générer de l'arrogance, de la provocation, et j'ai aimé le mot, le bellicisme. Mais tout ça est aussi expliqué par le fait qu'un ensemble d'industries militaires, pharmaceutiques, est tenu par un ensemble d'intérêts. Vous voyez encore une fois de plus, n'est-ce pas, la prédominance comment on dit ça, prédominance des personnes, n'est-ce pas, qui appartiennent à ces lobbies juifs-là. Voilà. Monsieur le Président, dans votre développement, vous parliez de la naissance de l'État d'Israël. Vous êtes revenu sur le courant orthodoxe classique qui renvoie à la nature même du juif, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrogant, qui est prétentieux et qui est dominateur. Non, pas du juif. Certains juifs. Certains juifs. Ce n'est pas tous les juifs. La nuance est importante. Vous avez... Même si les pacifiques, les doux, sont pour l'instant écrasés par les faucons, les bellicistes comme le criminel Netanyahou. Monsieur le Président, vous avez également relevé que la majeure partie des nations occidentales sont tenues par le lobby juif. Ils le disent, ils ne cachent pas. Mais depuis un certain moment, nous voyons que le mythe... L'AIPAC, l'American Jewish Committee, ça ne se cache pas. Hein, le disent, voilà. Ce mythe, si on se tient au discours de M. Netanyahou à la tribune des Nations Unies, où
pratiquement, il parlait avec un ton arrogant, vous l'avez relevé. Quand on regarde l'actualité, nous nous rendons compte que Israël d'antan n'est plus Israël de maintenant. Nous voyons comment le Hamas, cette branche armée du mouvement de libération de la Palestine, fait face de manière héroïque en défiant l'État d'Israël. Nous voyons également la riposte de l'État d'Iran. Tout récemment, nous avons encore écho de près de 400 missiles qui ont atterri sur le sol israélien. Et dans un communiqué, le corps des gardiens de la Révolution ont mentionné ceci, je cite, « Cette riposte est conforme au droit de l'Iran à l'autodéfense légitime, en conformité avec la Charte des Nations Unies. Elle est la réponse à l'escalade des crimes du régime sioniste, soutenu par les USA contre les peuples du Liban et de la Palestine. » Monsieur le Président, êtes-vous d'avis, comme l'affirme la partie iranienne, que cette riposte est à la fois légale et légitime? Bien sûr. Sinon, quel serait le fondement du bellicisme de Netanyahou? Lorsque l'Occident, dans son ensemble, remplace le droit international par le droit d'Israël à se défendre, par le devoir d'Israël de se défendre, par le droit d'Israël de rester debout, pour reprendre les propos du criminel Nicolas Sarkozy, etc. Au nom de quoi vous allez interdire à d'autres peuples de reprendre ça à leur propre compte? Nous l'avons déjà signalé, cette façon d'interpréter les relations internationales et les rapports entre les peuples sur le prisme d'une hiérarchie, d'un double standard, d'un triple standard, etc. Mais c'est de la folie parce que c'est un maître bête. Aujourd'hui, au nom de quoi vous allez empêcher l'Iran de revendiquer le droit à se défendre, le droit de se protéger par tous les moyens? Au nom de quoi vous allez interdire à un peuple de revendiquer les mêmes choses que sont accordées à Israël? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Donc, évidemment, l'Iran a le droit à se défendre. Mais maintenant, il faut entrer dans la complexité. La complexité, c'est ce que j'appelle la complexification de cette situation. Vous êtes de convoquer l'ensemble de paramètres. Oslo remplacé par le processus d'Abraham, la transformation de toute la résistance palestinienne en terrorisme et la modification des rapports de force au niveau des puissances géopolitiques dans le Moyen-Orient. Alors je vous ai parlé de ça. L'échec de la politique Bush, son grand Moyen-Orient a échoué, tout ça a des conséquences. Je vous ai parlé de ça. Ça fait que vous avez en fait, en réalité, dans le Moyen-Orient, des vieilles dynamiques qui chevauchent les dynamiques nouvelles. Il y a une vieille géopolitique qui est en train de mourir dans le Moyen-Orient, qui lui-même aussi est la mort coïncide avec le déclin de l'Occident. Cette vieille géopolitique a encore beaucoup de puissance. Et les gens comme Netanyahou en sont l'expression. C'est la vieille ONU, c'est la vieille division du travail, et même de la finance mondiale, Banque mondiale, FMI, etc. C'est les complexes militaro-industriels. Et les Palestiniens sont aussi des cobayes pour tester des armes, etc. Cette vieille géopolitique est basée sur la puissance, l'arrogance, la barbarie, le crime, et au cœur d'une dynamique qui n'est pas assez soulignée. J'ai appelé ça l'enjeu autour du canal de Ben Gourion, le déclassement du canal de Suez par le canal Ben Gourion. Netanyahou porte ce projet, on ne le dit pas. Et Gaza, c'est une nappe pétrolière, c'est une nappe gazière que une communauté de prédateurs qui va des États-Unis en passant par l'Europe et des lobbies industriels, financiers, etc. C'est un lobby juif. Il est admis qu'on ne peut pas laisser ça sous les mains des Palestiniens, que ce soit le Hamas ou le Fatah. Donc, du coup, il y a une programmation qui a été mise en œuvre. Programmation qui doit être masquée par un discours et une idéologie politique. Mais cette idéologie politique doit pouvoir mobiliser les Israéliens. C'est-à-dire, doit obliger les Israéliens à soutenir les processus politiques mis en œuvre
pas le courant, la coalition droite, extrême droite religieuse là, qui porte ce criminel Netanyahou au pouvoir. C'était construit sur un temps long, hein. C'était construit sur au moins 20 ans. La transformation de l'opinion publique israélienne, du moins une majorité, pour qu'elle accepte l'arrivée au pouvoir d'un Netanyahou et de sa démarche politique. Il faut bien voir cette affaire. Alors, comment faut-il tenir les Israéliens en otage? En faisant tout pour obliger la résistance palestinienne à utiliser les armes
diplomatique de l'État d'Israël? La défaite commence par la défaite morale, la défaite de l'esprit. Israël n'impressionne plus personne. Leur rayonnement spirituel s'est terminé. Tout le monde se rend compte que c'est un tissu de mensonges. Le prestige moral qu'ils avaient hier, c'est terminé. Et c'est la conséquence de quoi? De laisser des gens comme Netanyahou arriver au pouvoir. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas construire sur la durée une puissance. Écoutez, la puissance, c'est une chose. La capacité à construire la justice, c'est autre chose. Il est très facile de prendre le chemin de la puissance, parce que ce sont des pulsions comme un mouvement. Mais la justice est la règle la plus puissante du monde, de l'humanité, du cosmos. C'est la justice qui dirige le cosmos. Tout l'univers visible et invisible est dirigé par la justice. Lorsque vous militez pour l'acquisition de la puissance, pour la puissance, vous vous mettez en porte-à-faux avec la loi de la justice universelle. Vous ne vous en sortez pas. C'est irréversible. Sans Trump, vous pouvez régner 30 ans, même 80 ans. Vous allez payer. Donc le déclin moral d'Israël, à partir du moment où l'eschatologie juive n'impressionne plus personne, mais c'est fini pour Israël. Ils doivent se rattraper. Il faut qu'ils réfléchissent à ça. À partir du moment où, parce que c'était d'abord la bonne domination spirituelle. Et à partir du moment où personne ne considère plus que, bon, que le peuple élu, ça fait rire tout le monde. C'est des flibusteries et n'importe quoi. Votre eschatologie, ça ne présente personne. La victimisation du monde entier par rapport à la question juive, ça s'est terminé cette affaire-là. Et tout le monde voit que vous êtes aussi barbares que ceux qui vous ont barbarisé hier, avec les baguettes comme les Netanyahou qui dérangent les gens. Mais c'est fini, vous perdez. La défaite, c'est fini là. Ça se joue là, dans la tête des gens. Donc, des extrémistes comme Netanyahou et toute la clique d'extrémistes qui l'accompagnent sont en train de créer la perte, n'est-ce pas, la perte même de l'État juif. Que les gens le comprennent très bien. Vous n'allez pas exterminer les Palestiniens. Vous n'allez pas. Or, c'est le projet de Netanyahou. Alors, allez voir Gaza. Il a chassé tout le monde de Gaza. Ils avaient à recoloniser Gaza. C'était ça le projet de Netanyahou. Et il prépare une invasion coloniale pour imposer un statu quo et un fait accompli. Mais vous êtes en train de fabriquer des milliers de résistants. Regardez le sort qui est réservé aux enfants. Regardez les mamans qui crient. Regardez toutes ces populations qui sont sans espérance, sans avenir. Qu'est-ce que vous croyez? Ils vont entrer dans la résistance. Elles vont entrer dans la résistance. Vous ne vaincrez pas un pareil peuple. On ne peut pas se taire devant ce genre de comportement. On ne peut pas accepter que dans le monde du XXIe siècle, un monsieur comme Netanyahou existe. On ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Or, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Les logiques de puissance et d'intérêt ont voulu configurer le monde pour que le monde entier ferme les yeux sur l'extermination de la Palestine. Comment on a fermé les yeux sur tout ce que l'Afrique a subi? Mais le retour sera terrible. Et moi, j'y mets une dose de géospiritualité. Quand on fait tout ça, vous pensez que Dieu n'existe pas? N'est pas Israël quoi en Dieu? Effectivement. Il le rappelle généralement dans le discours. Yahweh là, c'est le Dieu, non? N'est pas les Américains, c'est le peuple manifeste. Il y a plein d'évangélistes là-bas. Tous, n'est-ce pas, ils disent que les pèlerins qui sont venus créer les États-Unis, c'était des gens frustrés, ils appellent quoi, ils ont quel nom là, j'ai oublié les noms, des calviniciens, les calvinistes là, les spiritains, tout ça. Ils croient tout ça, non? Mais ils croient en quoi à la fin? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'il n'y a pas un Dieu qui gouverne cette terre? Il n'y a pas un Dieu qui a son mot à dire dans tout ça? Ben bien, Dieu existe. Il est là. Et ils paieront. Ils paieront. Il faut arrêter ça. Ça peut continuer comme ça. Aucune diplomatie ne peut justifier ça. Aucune sagesse ne peut justifier qu'on se taise devant ce qui se passe là. Il n'y a rien. On ne peut pas capituler devant un terroriste comme Netanyahou. Non. Il faut le combattre par tous les moyens et dénoncer tout ça. Donc nous sommes de LMP et avec le peuple palestinien. Et nous sommes dans le camp d'une véritable paix dans cette région-là. Et ça passe par la normalisation de l'État d'Israël. Il faut le normaliser. Cette exception géopolitique doit s'arrêter. C'est inacceptable. Et le monde multipolaire de demain doit faire sienne ces principes-là. Sinon, la Russie et la Chine, eux-mêmes là, on les regarde. Hein? On les regarde. Le monde nouveau ne peut pas se construire tant que les principes que je viens de citer là ne sont pas la pierre angulaire. Sinon,
on retombe dans le règne de la puissance. Le monde a essayé de faire du règne de la puissance. Il est temps que la justice advienne dans le monde. Voilà. Et quand on parle de justice, il n'y a pas de puissant, il n'y a pas de faible. C'est une fraternité humaine qu'il faut construire. On ne le fera pas ça avec les gens comme Netanyahou et sa clique de malades mentaux qui l'entourent. Monsieur le Président, vous avez pour habitude de parler du monde multipolaire, mais dans la pensée panafricaniste du nouveau mouvement populaire, et vous l'assumez dans les plateaux d'un monde multipolaire d'équité, pour ne pas dire d'égalité. Et vous avez défendu les nobles causes, vous avez défendu le président Gbagbo en 2010, vous avez défendu Bachar al-Assad dans la crise syrienne contre l'Occident. Vous avez même dit parfois que vous êtes palestinien dans la crise palestino-israélienne. Monsieur le Président, les présidents africains aujourd'hui revendiquent une position géopolitique à l'ONU, c'est-à-dire notamment au Conseil de sécurité. Et certains intellectuels africains posent la problématique de la représentativité de l'Afrique au Conseil de sécurité. Monsieur le Président, le panafricanisme a été un angle majeur, pour ne pas dire une pierre angulaire, qui a déclenché la vitesse géopolitique qui aujourd'hui dessine le monde multipolaire. J'aimerais vous poser la question, Monsieur le Président, pour le regard panafricaniste et la position africaine. Vous êtes un homme très écouté et vous êtes la voix principale actuellement, nous l'assumons, la voix principale actuellement de la géopolitique africaine. Quel est le positionnement des panafricanistes, Monsieur le Président, dans la confrontation actuelle? Il ne s'agit pas de se positionner. Il s'agit d'articuler les principes avec les réalités de la géopolitique mondiale. Donc, nous, on ne se positionne pas. Nous défendons des principes. Et nous sommes intransigeants là-dessus en les articulant avec, je répète, les réalités de la géopolitique mondiale, les rapports de force et la dynamique même des rapports de force. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sort de l'Afrique ne se joue pas à l'ONU. Les panafricanistes le savent. Mais il ne faut pas oublier l'ONU. L'ONU, c'est un enjeu important. Ça veut dire quoi? L'analyse panafricaniste n'accepte pas le récit qu'on veut faire, à savoir, on donne 2 places à l'Afrique. Et qui donne? Un État voyou comme les Américains, comme les USA. Ça fait rire. Pourquoi maintenant et pas hier? Non, c'est le panafricanisme qui oblige les gens à vouloir nous endormir avec des dons, avec la philanthropie géopolitique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, les Américains, et ça descend. Les Américains, l'État américain, voilà ses limites. Hein. Voilà les limites de l'État américain. Voilà les limites de la destinée manifeste. Voilà les limites. Quelle misère. Vous parlez de philanthropie géopolitique, on donne 2 places à l'Afrique. On ne donne pas. Vous voulez faire de plus, on veut voler. On veut nous retirer les bénéfices d'un combat historique qui a fait tomber le masque des États occidentaux dans leur cruauté géopolitique. On va prendre les 2 places. Il faut les prendre. Ça ne va rien changer, il faut les prendre. Mais c'est en dehors de l'ONU que les Africains doivent construire les espaces géopolitiques qui vont les amener à apaiser à l'ONU. L'Union africaine aurait pu jouer ce rôle. Mais c'est la chambre à coucher de l'Union européenne, je vous ai déjà dit ça. Ils veulent pisser, ils vont pisser là-bas. Donc, les Africains n'arrivent pas à autonomiser l'Union africaine. On n'arrive pas à autonomiser. À cause pourquoi? Parce que beaucoup d'États africains sont des faux États. C'est la vérité. Ils sont des faux États, ils sont des créations, ils sont des sous-préfectures de l'Occident et ils paralysent tous les processus réels, n'est-ce pas, de construction de l'émergence géopolitique de l'Afrique. Mais c'est passé tout ça, c'est fini. Hein. L'avenir, là, ça a commencé, d'autres vont naître, n'est-ce pas, où on va faire pression sur l'ONU en nous organisant sur le plan de la géopolitique. C'est ça l'avenir. Il faut continuer à peser à l'ONU de manière à faire... Bon, l'ONU va exploser. Déjà, l'OTAN, c'est la négation de l'ONU. Maintenant, avec l'émergence d'un monde multipolaire, où l'ONU s'adapte, ou elle va disparaître. Donc, elle-même, c'est parce qu'elle veut s'adapter qu'elle commence à faire... On va vous donner 2 places. Ce sont des histoires. Il faut une véritable transformation de l'ONU. Ce n'est pas compliqué. Il suffirait de donner ce pouvoir à l'Assemblée générale. Et de transformer le Conseil de sécurité en un organe exécutif de l'Assemblée générale. Pour ça, il faut revoir les modalités de financement de l'ONU pour repenser son financement et ne pas laisser le monopole de l'argent aux USA
qui impose alors que comme je paye, c'est moi qui décide. Ça, ce sont des stratégies. On peut faire des stratégies pour y arriver. On ne peut pas contribuer en dollars, on peut contribuer avec le matière première. On peut contribuer avec de l'or. Ça demande de chambouler l'ordre international. On a commencé à le faire. Les panafricanistes ont fait avancer ces dossiers, les BRICS sont là. Il faut continuer à travailler. Donc la dynamique est là. Elle est en mouvement. Il faut que les vrais panafricanistes continuent à densifier l'offre panafricaniste à ce niveau-là. Ça va aller. Et puis le vrai Dieu est avec nous. Donc c'est un processus irréversible. Où on construit la fraternité des peuples, où le monde ne tiendra pas. On va s'abîmer dans des guerres inutiles. Mais il y a un temps où les puissances règnent, il y a un temps où la justice règne. Nous sommes dans la saison de la justice. Monsieur le Président, c'est pratiquement la dernière question. Quelle serait donc la contribution des panafricanistes dans la construction de cette nouvelle architecture géopolitique Elle est dans le déjà là. monde? Nous avons précédé le monde multipolaire. Nous avons changé la réalité géopolitique mondiale en déconstruisant les paramètres par lesquels l'Occident a établi sa domination. On a déconstruit tout ça. Voilà, et il y a eu des moments forts. Des moments forts, par exemple, les chefs d'État sont réunis, les conférences des chefs d'État où ils ont dit on sort de la CPI. C'est vrai que c'est le Kenya et le Burundi qui ont bougé, mais la CPI est morte. Hein. Il y a l'émergence de l'AES, historique, depuis 300 ans, on n'a pas vu ça, depuis très longtemps. Des États se libèrent, le Centrafrique, tous ces pays-là. Le Cameroun bouge énormément et est arrivé à un tournant de son histoire qui, croyez-moi, ne se fera pas à l'avantage des néocolons, ça je peux vous assurer. Contrairement à ce qu'ils imaginent, ça ne sera pas à leur avantage. Partout, ça bouge, ça bouge. Les BRICS arrivent. Donc, il faut continuer à mener la bataille de l'égalité intellectuelle. Ça c'est le terrain de la lutte géopolitique sur le plan intellectuel. Il faut mener la bataille de l'indépendance spirituelle. Bon, vous savez, c'est un terrain glissant, parce qu'il y a des querelles là, des querelles en Afrique, des querelles, retour aux sources, il y a des querelles qui, de mon point de vue, n'ont rien à voir avec la véritable spiritualité. Mais bon, on fait avec tout ça. Les panafricanistes ont compris qu'il ne faut pas qu'on être distrait. Là reste le monde. Le monde, au front, on prend tout le monde. Traditionnaliste, chrétien, on prend tout le monde. Pas de guerre de religion en Afrique. Ça n'a pas de sens. On prend tout le monde. L'indépendance spirituelle veut dire que comment on dit ça? C'est-à-dire que plus nous allons nous élever sur le plan spirituel, plus on verra que les guerres des civilisations, la guerre de Dieu nous oblige à élever le débat sur tous les terrains de la connaissance, comme disait Cheikh Anta Diop, pour garantir cette indépendance spirituelle, cette indépendance intellectuelle, et qui débouche donc sur une véritable clarté de vue des enjeux géopolitiques mondiaux. Nous, on essaye de faire ça. C'est la puissance de la parole. Et c'est la possession de l'arme décisive. Ce n'est pas les armes nucléaires, ça ne suffit plus tout ça. Les armes de longue portée, les armes stratégiques, c'est bien tout ça. Il ne faut pas être absent. Ça ne suffit plus. Il y a une arme décisive que les gens ont ignorée. L'arme de la justice. J'insiste. Et les justes ont avec eux le vrai Dieu. Il n'y a aucune âme qui soit supérieure au vrai Dieu. Nous devons être au rendez-vous de cette bataille-là. Nous devons gagner cette bataille parce que ça ne demande pas d'avoir l'ensemble d'avantages. Ce terrain-là, personne n'est premier. On est même plus avantagé maintenant sur ce terrain-là. C'est ce que j'appelle l'enjeu géospirituel. Il est au-delà des religions. Il est au-delà des traditions. Il pose sur la table la problématique de l'organisation du monde, de la terre et de son rapport au Créateur. Où on croit à ça, où on ne croit pas. Ça, c'est la nouvelle frontière. Et sur ce terrain-là, c'est l'Afrique qui a l'avantage. Vous êtes un homme de foi, Monsieur le Président. Vous n'avez cessé de... un homme de foi. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais pas une foi religieuse. Je précise, pas une foi religieuse. Pas une foi des incantations, des rites et des gestes. C'est une foi, on va appeler ça,
elle est fondée sur une véritable assise personnelle, et qui se traduit dans votre rapport entre eux. Là, on ne triche pas. Là, on ne triche pas. On peut tricher avec la religion, on peut tricher avec la tradition, on peut tricher avec les rites, mais là, on ne triche pas. C'est le terrain de la justice. Ce terrain-là, c'est la rencontre de l'humanité avec son Créateur. Sur ce terrain-là, je le répète, l'Europe n'a aucun avantage, l'Amérique n'a aucun avantage. Il n'y a pas d'avantage qui aille au-delà de la justice. Et je vous dis, sur ce terrain-là, les panafricanistes sont en première ligne. Sur ce terrain-là, les panafricanistes sont en première ligne. Nous parlions là de la fin du mythe d'invincibilité de l'État d'Israël. Oui, Vous êtes oui, revenu sur l'émergence de cet État, les différents péripéties que cela a prises, le choc des puissances dans ces zones, le regard panafricaniste, et vous terminez avec une parole disant que vous avez les armes de la justice, et la justice, c'est le vrai Dieu avec ceux. Vous dites que les projets que les gens fabriquent au Moyen-Orient, qui sont dangereux pour la justice et l'avenir de l'humanité, vont se retourner contre ceux-là qui les fabriquent. C'est sur ces propos que nous allons mettre un terme à cette émission riche d'enseignements. Nous remercions tous les internautes qui nous ont suivis jusqu'ici. Nous sommes vraiment très honorés, une fois de plus, des analyses que vous allez partager avec nous, Monsieur le Président. Je n'étais pas seul, j'étais avec Monsieur Djengele Eugène, mon co-modérateur, et toute l'équipe de production qui nous accompagne, en passant par Monsieur Thomas Boussolo à la caméra, au niveau du montage des vidéos et tout. Nous avons Monsieur Kessempek, le roi, sans oublier au niveau de la rédaction, Monsieur Nguesse Gislain. Avec vous et Madame Charlotte Djengele également. Bravo à l'équipe. À bientôt.